2, 3. Hein, on va pas s'inquiéter. Parce qu'on ne veut pas faire attendre non plus. Voilà. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Je suis la cofondatrice du festival et je suis très heureuse de votre présence pour cette 5e édition. Je prends mes papiers parce que pour éviter les bêtises, c'est mieux. Je vais co-animer cette table ronde avec Patrice Mélenec, membre d'honneur du festival 2018, qui est aussi acteur et voix au cinéma. Le thème 2018 de cette table ronde est « Rêves et réalités ». Le cinéma des rêves et des réalités au cinéma, à travers et par le cinéma. Nous vous présentons cette année 40 films, 10 longs métrages et 30 courts, entre onirisme et représentation de la réalité. De la fiction au polar, de la science-fiction au fantastique, du film d'animation au film expérimental, de l'adaptation d'un roman ou d'une bande dessinée à l'écran à la perte du sens de la réalité, de la mise en scène des rêves ou des réalités à la recherche cinématographique. Il est aussi question de la définition même de ce qu'est le cinéma, des façons de faire du cinéma, entre jeu et mise en scène, décors de carton-pâte, effets spéciaux, hyper-réalisme et poésie filmique inclassable. Parlons des films qui en appellent au rêve et à l'imagination, à cet univers fantasmagorique de la création, mais aussi à l'émotion, à la prise de conscience ou à la vision d'un réalisateur et au talent magique de techniciens du cinéma. Avec nos invités, les réalisateurs Ado Arrieta, Jean-François Laguioni qui va nous rejoindre, Alain Naoum, vous pouvez lever la main peut-être, merci, Jean-Paul Matelier, le compositeur Erwan Koik, la régisseuse Audrey Hamann, le chef opérateur Tom Harari, les acteurs Lucas Harari et Patrice Mélenec, que j'ai présenté tout à l'heure. Dans la salle, peut-être, je ne l'ai pas vérifié, mais il y a Chanty Massu, oui, je l'ai dit, non ? Chanty Massu, oui, réalisatrice. Et dans la salle, Annick Leray, scénariste, collaboratrice artistique de Jean-François Laguioni, Hélène Cohen-Naoum, coordinatrice de production de films, et Vijay Ravindirin, réalisateur. Et dans la salle, il y a aussi Rémi. Et Rémi Bouguenec. Rémi, plus de 50 ans à Ouest France comme critique de cinéma, une vipère, mais très sympathique dans la vie. Les cahiers, écran... Oui, les cahiers du cinéma. Oui, dis-le. Bravo Rémi. Bravo, les cahiers, écran... Les cahiers... Traducteur de Fellini pour les cahiers. Eh oui, c'est pas mal. Producteur de... J'ai pas compris, pardon. Passons à l'essentiel. Passons à l'essentiel. Donc, ma première question, je dirais un peu à tous, à qui veut. Êtes-vous des rêveurs éveillés ? Des rêveurs réalistes ? Si vous voulez bien prendre le micro, parce qu'on est enregistré par la caméra. Merci. Oui, parfois dans un demi-sommeil, comme ça. Oui. Maintenant, non, maintenant je suis très éveillé. Mais ce matin, j'étais un peu... Il fallait lâcher le rosé hier, hein. Plus près, Ado, plus près la bouche. Oui, plus près, comme ça. Ah, oui. Voilà. Merci. Comme ça. Bon. Donc je disais que ce matin, j'étais un peu moitié. Mais maintenant, je suis éveillé. Quelqu'un d'autre peut-être ? Mais on peut rêver de toutes les façons. On peut rêver éveillé, endormi, à moitié. Le rêve, il est toujours. On rêve toujours. Peut-être que la vie est un rêve. Non ? Moi, je peux dire basiquement que je fais du cinéma pour m'extraire de la réalité, donc pour
prolonger un rapport au rêve, c'est sûr. Après, plus précisément, c'est vrai que les films que j'ai montrés là travaillent... Je regarde quoi? Les publics. Ben oui, bien sûr, mais je te trouve très belle, alors j'ai envie de te regarder. D'accord. Donc oui, effectivement, moi je suis, pour te répondre, une rêveuse éveillée, je sais pas, mais une rêveuse en tout cas. Et pas mal de mes personnages le sont. Et dans les films que vous avez vus tout à l'heure, je sais pas si c'est les mêmes personnes, peut-être qu'il en reste, il est souvent littéralement question comme ça du rêveur confronté à ces images de rêve, ou alors qui transforme les images qui s'offrent à lui en des images de rêve. Je peux continuer, mais je peux aussi laisser parler les autres. Moi, je vais avoir un tout autre regard là-dessus. Je suis régisseuse, donc du coup, j'ai l'impression, ça fait 17 ans que je travaille dans ce métier, j'ai l'impression de travailler au service, j'espère que je le fais bien, en tout cas, je le fais avec tout mon cœur, au service de rêveurs. Et moi, je suis là pour essayer de faire en sorte que, bien éveillés, tous leurs rêves prennent forme dans la réalité, puisque la logistique, c'est la réalité. En tout cas, moi... je rêve depuis 17 ans, j'ai un métier génial, donc c'est du rêve. Voilà. Il faudrait peut-être expliquer à nos amis, il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que le métier de régisseur au cinéma quand même, ça peut arriver. Peut-être. En gros. Hein. Alors là, du coup, c'est très raccord avec le thème du festival, puisque c'est second, voire troisième, dernier rôle. Le régisseur, c'est celui qui s'occupe de la logistique, c'est-à-dire que chaque décor du film est en fait... après vous, un décor, ça peut représenter 3 secondes dans un film, mais des fois, ça représente une semaine, voire 2, voire 1 mois de travail pour des autorisations, pour faire en sorte que... c'est le métier de l'ombre, en fait. Il y a des nacelles, on fait arriver l'électricité, on fait plein de choses comme ça. Les restaurants, la bouffe, les restaurants. La bouffe, où est-ce qu'on va dormir, veiller à ce qu'il y ait du papier toilette dans les... Et si vous êtes bien avec la régie dans un film, vous mangerez toujours et vous boirez toujours, quelle que soit l'heure. Soyez bien avec les régisseurs, c'est important. Tom ? Déjà, je trouve que comme spectateur, quand on est au cinéma, de toute façon, déjà, l'expérience du cinéma, c'est quelque chose qui a à voir avec le rêve. Enfin, on est dans une salle noire, on regarde des images sur un écran qui devient un moment un écran mental, qui rentre dans notre imaginaire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça, mais ça nous remet dans un état un peu de rêve éveillé, on va dire. Après, il y a des hiérarchies entre cinéma réaliste, cinéma plus ou moins imaginaire, jusqu'au fantastique, mais dans le fond, j'ai l'impression que toutes ces distinctions, elles n'existent pas vraiment, parce que même en face du film le plus réel, en tout cas un film nourri du réel, je pense à ce film-là, La mer et les jours, qu'on a vu hier, qui est un film, son matériau au départ, c'est le réel, c'est rendre compte d'une réalité, d'une expérience humaine particulière, mais très très ancrée dans un réel. Et on est quand même dans un espèce d'état de sidération, en face du film, et au bout d'un moment, on décolle, quoi. Puis ça devient de la tragédie, ça devient une espèce de truc extrêmement mental. Et je pense que tous les grands films, tous les beaux films, quel que soit leur degré de réalisme ou de fantaisie, ils provoquent ça quand on les regarde. Après, comme fabricant de films, en l'occurrence à l'image, de toute façon, on se balade toujours un peu entre les deux, c'est-à-dire à la fois on fabrique toujours les films. Je parle pas de l'animation, mais quand on filme des vrais acteurs et des vrais lieux, on part toujours du réel, de toute façon, même dans un contexte très déréalisé. Je sais pas, par exemple le film de Chantilly Jeunesse là, qui est passé tout à l'heure, où il y a cette esthétique très fantasmatique, très graphique, complètement irréaliste. Au départ on filme quand même un décor, des acteurs, tout ça est réel, quoi. On les éclaire, et en même temps on essaye toujours et c'est vrai aussi je pense dans le cinéma documentaire, à un moment de transcender le réel et d'essayer d'atteindre un autre niveau, je sais pas, un autre degré de réalité, quoi. Bon, voilà. Okay. Jean-Paul, peut-être, puisque je lui ai volé son titre de film. Le rêveur éveillé. Oui, le film qu'on verra tout à l'heure s'appelle Le rêveur éveillé, le film sur Jean-François. C'est un film qui s'accorde tout à fait à la façon de travailler de Jean-François, où il va puiser dans ses souvenirs et il fait du fantastique à partir de la réalité. Voilà. C'est le point de départ, de laisser monter ses souvenirs d'enfance. Mais moi, je dirais plus globalement, c'est pas pour tout le monde, mais c'est aussi une démarche de création, le rêve éveillé, parce que j'ai pas fait beaucoup de philo, quasiment pas, mais je me souviens de Bachelard, j'aimais bien quand même, parce qu'elle a écrit là-dessus.
Et c'est vrai que le rêve éveillé, ça veut dire de lâcher prise. Ça veut dire d'arrêter de mettre des barrières de protection, de sécurité, de peur, de crainte par rapport à son imaginaire. On laisse monter les choses. Et puis, à un moment, il se passe quelque chose. Alors après, il faut bosser, c'est clair. Et sans déconner, hein, je dis, le film, quand j'ai fait le film de Jean-François, sur Jean-François, Le rêve éveillé, il y avait deux façons pour moi de résoudre des trucs sur lesquels je butais. C'est d'aller marcher 1 heure au bord de la mer, et tout d'un coup, je reviens vite, hop, faut que je vais aller bosser, j'ai trouvé le truc. Et puis de faire la sieste de 10 minutes, pas plus, un quart d'heure en début de journée. Entre les deux, hein, c'est pas une vraie sieste, on lâche. Et hop, bah oui, tiens, tac, et là, je me mets au boulot, quoi. Donc je suis arrivé à réveiller dans ce sens-là, réellement, je pense. Mais si on refait un retour sur le mode de la création générale, je veux dire, je pense que c'est une méthode que partagent beaucoup d'hommes et de femmes sur la Terre depuis des siècles. Il faut lâcher prise. La fatigue, les gens qui sont acteurs le savent certainement mieux que moi, mais des fois la fatigue est productrice aussi. Voilà. Et peut-être faire le lien, parce que c'est ça qui est aussi intéressant dans ton travail, c'est entre Hommes de Misaine, où là vraiment c'est la réalité des marins d'une certaine époque, et une autre manière aussi de filmer, de monter ce film, et Le rêveur éveillé. Parce que c'est presque deux mondes, mais en même temps c'est le même. Enfin. Peut-être que dans 40 ans, mon biographe mettra un lien entre les... Moi, je ne sais pas. Ce n'était pas du tout prévu que je fasse Le rêveur éveillé. J'avais jamais imaginé que j'allais faire un film avec Jean-François. Voilà. Et puis un jour, on était à une crêperie ensemble, à Tréguier, puis il me dit j'ai un autre projet. Alors, j'avais fait un outil pédagogique à l'usage des mômes sur l'imaginaire de Jean-François autour de l'île de Blackmore. Et il me dit comme ça, tu ferais quelque chose? J'en parle à Jean-Pierre Lemoulin, et puis on dit voilà, il n'y a pas eu de film de fait sur Jean-François, on y va. Voilà. C'était pas décidé. Homme de Misaine, c'est des photos que j'ai en tête depuis 25 ans. Voilà. Alors, il y a une part de rêve éveillé dans le sens où j'ai obligatoirement, on sait si c'est obligatoire, mais il y a une part d'histoire et de faits historiques et façons de pêcher qui doivent être rigoureux, sur lesquels je devais m'appuyer, ça c'est clair. Mais je n'ai pas voulu faire un film pédagogique. Donc j'ai commencé à travailler le texte, et après j'ai bossé avec un ami conteur, Alain Le Goff, pour mettre en oralité et partir aussi sur un hors-champ qui n'est pas dans les images. C'est pour ça que dans mon montage, par moments, le texte et les photos résonnent assez proches, mais souvent, ils sont en parallèle. À la fin du film, j'ai dit, on pourrait presque les imaginer partant au large, la flotte, et on ne voit plus de bateaux, on ne voit que des hommes. Voilà. Donc ça, peut-être que ça produit... le film fonctionne si la personne qui est spectateur ou spectatrice du film fait une partie du boulot aussi, je pense. Si elle est remuée dans ses affaires à elle et qu'elle va se raconter sa propre histoire avec ce qu'elle voit. Donc c'est un réalisateur qui est un peu feignant, qui laisse le public travailler, il peut réussir à peu près son film. Non, je blague. Sur Le rêveur éveillé, c'est bon. Je dirais juste un tout petit mot, mais je pense que dans chaque film, quel que soit le sujet, une comédie, un drame, il y a une part de rêve de toute façon, quoi qu'il arrive. Provoqué ou non provoqué. C'est mon sentiment personnel. Maintenant. J'ai pensé au Jouet criminel, un film que j'ai fait, Le Jouet criminel. Et quand je l'ai montré à la Cinémathèque en France... Jouet criminel, c'est avec Jean Marais, oui. Et Lotte Eisner, qui travaille à la Cinémathèque, m'a dit « Ce film est fait avec la matière du rêve. » Et c'est vrai. Et quand je l'ai montré aux producteurs, tous les producteurs s'endormaient en regardant le film. Alors ça c'était terrible. On verra demain. Oui. Et j'ai pensé aux rêves prémonitoires. Parfois il y a des rêves prémonitoires. Par exemple, j'avais rêvé que je me promenais sur une falaise il y a quelques jours.
Et je me suis promené sur la même falaise du rêve avant-hier, au bout du monde, à Finistère. J'ai senti que j'avais rêvé. À la pointe du vent. Ouais. Ouais. Quand tu dis ça, ça fait penser à la jetée de Chris Marker. Hein. Il avait rêvé à sa propre mort. Le film qu'on a vu l'autre fois, hein, c'était ça. Hein. Il rêve cette image d'enfance qu'il a en lui, qu'il va retrouver, toi avec la falaise et aujourd'hui la falaise. Voilà, il y a un côté... on est tous des rêveurs, d'une certaine façon. Moi, je vais essayer de dire quelque chose, pas sur tout le cinéma que je fais, ni sur mon métier, puisque j'ai présenté des films de jeunesse, moi. Alors donc, on va parler de ce rêve-là, qui s'est transformé au fur et à mesure, mais au départ, évidemment, quand on est... les films que vous avez peut-être vus, pour ceux qui l'ont vu, de Ciné-Lutte, qui sont les documentaires, comme disait très justement Tom, les documentaires peuvent aussi être des rêveries, d'une certaine façon. Pour nous, on rêvait le cinéma, que le cinéma allait changer les choses, qu'il allait changer l'espace des relations humaines, les espaces avec les gens, et que ça bouleverserait quelque chose. Donc ça, c'était notre premier rêve de jeunesse. Et après, nous, on a rencontré les rêves d'après 68, c'est-à-dire les rêves des gens qui pensaient aussi qu'ils allaient changer leurs conditions de travail. Donc dans le film Un simple exemple que vous avez peut-être vu, ou à Palantière, il y a ces batailles en fait pour les gens, et ils rêvent de transformer, de trouver d'autres relations entre eux, d'une autre manière de travailler, une autre manière de vivre, une autre manière de retrouver des relations, une autre manière de vivre des relations d'amour dans le travail aussi, et une manière de se connaître. Donc c'est un peu ça aussi le cinéma réaliste, c'est-à-dire d'une certaine façon quand les gens se battent sur leurs conditions ou d'amour ou de travail, etc., on se retrouve dans l'idée d'un rêve éveillé. C'est-à-dire que c'est des gens, ils restent, d'ailleurs ils sont éveillés parce qu'ils font grève, ils ne dorment pas, ils restent la journée, et puis à un moment donné, il y a l'idée qu'il y aura un changement pour eux. Et à la fin, on le voit dans un simple exemple, il y a l'idée que quand ils ont gagné la lutte, eh ben, ils en sont malheureux, parce que le rêve va s'éteindre. Parce que tout ce qu'ils ont vécu, ils aimeraient bien pouvoir qu'ils continuent ce rêve-là, et les choses vont se renormaliser. Donc, évidemment, voilà, ça, donc c'est des rêves et des contre-rêves qui sont sans arrêt dans nos réalités. J'ajoute une petite parenthèse, parce qu'à partir du rêve éveillé, et ce que vient de dire Alain, le rêve éveillé, c'est l'utopie, oui. Par définition même, l'utopie politique. Oui, bah, moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pour moi, dans le cinéma, d'une certaine façon, c'est pousser l'utopie. C'est-à-dire que ça soit dans la fiction, que ça soit dans le documentaire, dans la possibilité de dépassement des personnages, des dépassements de ce qu'on peut faire, des trajectoires qu'on peut avoir, évidemment, comme personnage. Ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, il y a une catharsis, et puis il y a une utopie qui nous permet, nous, spectateurs, de pouvoir rêver aussi à ces choses-là et à nos propres dépassements, quoi. On peut peut-être juste prolonger un petit peu, parce qu'après il y a quelques autres questions. Je prolonge par pourquoi mettez-vous en film des rêves et des réalités? Donc ça, c'est peut-être un peu plus les réalisateurs qui brièvement peuvent nous donner quelques pistes. Pourquoi on fait plutôt un film fictionnel ou réaliste? Moi, je vais répondre que c'est dû aussi à sa propre histoire, quoi. Moi, j'étais au cinéma quand j'ai commencé à voir les films de Méliès, quand j'ai commencé à voir tout ce cinéma-là de rêve, quand j'ai vu plein de films, on a envie de nous-mêmes de trouver dans notre propre histoire, dans notre propre imaginaire, dans notre propre inconscience, quelque chose qui va transparaître de ces choses-là. Alors après, c'est mystérieux. En tout cas, pour moi, c'est mystérieux. Il y a des moments où on a envie de faire des choses plus réalistes, il y a des moments où on a envie de faire des choses plus fictionnelles, il y a des moments où on a envie de passer de l'un à l'autre. Moi, je pensais à Louis Malle qui passait d'un film documentaire à un film de fiction, par exemple, qui avait cette nécessité-là à l'époque. Donc je crois que c'est quelque chose qui nous nourrit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps dans le rêve constant. Il faut rêver la réalité pour retrouver l'utopie du rêve, et en même temps, il faut rêver le rêve pour retrouver la réalité. Donc, et la Nouvelle Vague disait toujours, quand je fais un documentaire, j'essaie de le fictionner, quand je fais une fiction, j'essaie de la documenter, quoi. Donc, voilà. Donc il y a cette idée-là, de cette dialectique permanente, constante, nécessaire, qui va nous nourrir et nous apporter, nous faire avancer. C'est-à-dire, moi, je le vois comme ça, en tout cas. De mon côté, ça a été ça. C'est-à-dire, sans arrêt, moi, j'ai fait des fictions pour la télévision, j'ai fait des contes en vidéotrucage, à la Méliès, d'une certaine façon. Je pensais à la grande télévision d'Averti, où il y avait du rêve tout le temps. Je pensais à beaucoup de choses comme ça. Et on est nourri des deux. On n'est pas nourri d'une seule chose, quoi. Ado, Arietta, peut-être, sur pourquoi vous faites des films plutôt sur le rêve, hein?
Le rêve. Vous faites des films de rêve, quoi, qui partent de rêve. C'est pas parce que le cinéma, c'est déjà un rêve. Un film est comme un rêve. Et je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. On ne sait pas pourquoi on rêve. On ne sait pas pourquoi on fait des films. J'imagine que c'est un besoin très fort, inconscient. Chanty, peut-être? Je réfléchis à comment j'en suis venue à devenir réalisatrice, en fait, à prendre une caméra et à essayer peut-être de déformer la réalité ou de la recadrer, je ne sais pas, et de la représenter. Enfin, d'abord d'observer à travers la caméra et puis essayer de représenter le monde en tant que fabricante d'histoires, d'images. Et plus le temps a passé, plus je me suis mis à travailler la matière dans son ensemble, c'est-à-dire oui, les décors, la direction de jeu, le texte et la plasticité en fait générale de l'image. Et finalement, c'est le départ est presque inexplicable. Ado a l'air de dire que c'est presque inconscient. Donc, est-ce que c'est ton cas, par exemple? C'est dur à expliquer de pourquoi on fait tel film de cette manière. Oui, c'est dur à expliquer. Moi, je pense que j'avais besoin de me transporter ailleurs. Peut-être de transporter une forme de solitude aussi, quelque part, dans des décors rêvés, idéalisés. De me télétransporter, je ne sais pas comment dire. De changer de décor, quoi. Alors, penser à faire un film, c'est aussi rêver et faire rêver. Mais concrètement, techniquement, comment fait-on un film à partir de ses rêves ou de la réalité? Quel est le cheminement de la création? Quelles sont les étapes de la réalisation d'un film? Est-ce que quelqu'un commence? La première question, c'est quoi? En fait, c'est une question assez longue qui dit que on aimerait entendre en fait techniquement comment se passe la fabrication d'un film, chacun à vos postes, dans vos métiers. Quel est votre rôle au final dans la création de ces rêves et de ces réalités fictionnelles ou fictionnées, filmées? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour le public? Moi, je dirais une boutade, il faut déjà trouver l'argent. Après, on voit. Attends, tu peux me répéter? Ah bon. Non, mais en plus, ta boutade, elle est pas bête parce que je pense que la particularité du cinéma, c'est que ça a à voir avec l'imaginaire, plus ou moins, mais quand même avec l'imaginaire, ça peut aller assez loin dans l'imaginaire, la fiction. Mais en fait, il y a un rapport au réel, de toute façon, qui est immédiat, qui est effectivement le rapport aux moyens, à l'argent, à la faisabilité des choses. Donc on est en permanence, en fait. Enfin, moi, à mon poste, où j'ai travaillé d'ailleurs sur des films très différents, où il y a plus ou moins d'argent. Je n'ai pas fait des films où il y avait beaucoup d'argent, mais quand même entre des films vraiment où il n'y avait rien et des films où il y avait un peu plus, dans des styles très différents. De toute façon, la question du compromis avec le réel, je dirais, pour quelqu'un qui au départ a un rêve en tête, qui est le réalisateur, on va dire, cette question est permanente. Elle se posera je connais aucun réalisateur avec qui moi j'ai travaillé qui peut se soustraire à cette question. Donc de toute façon, et je pense qu'il faut l'accepter, ça fait partie le cinéma, c'est je sais pas, tout coûte de l'argent quoi, par rapport à quelqu'un un écrivain qui sera avec son stylo et sa feuille, même je dirais un peintre ou c'est un peu une banalité ce que je dis, mais voilà, pour dire que de toute façon l'aller-retour entre la réalité, le rêve, le fantasme et on va dire l'imaginaire plus généralement est permanente quoi.
Mais je pensais juste par rapport à ce que Chanty, enfin sur ton trajet à toi, Chanty, j'avais un truc qui me venait aussi en revoyant les films et en repensant à comment tu avais commencé, on avait un peu commencé ensemble. C'est que toi, même si ton trajet il t'amène dans des univers extrêmement oniriques, en fait c'est assez frappant, tu filmes que des gens que tu connais, quasiment. En tout cas, tu as beaucoup filmé au départ, en tout cas c'est parti de ça, l'envie de filmer des gens qui étaient des amis, tu avais envie de filmer leur visage, tu avais envie parfois juste de les filmer dans certains films en train d'écouter une chanson ou des choses assez simples comme ça. Donc il y avait aussi l'envie de saisir ta propre réalité, en fait, même affective ou immédiate, quoi. Et en fait, on le retrouve même dans... Enfin, le simple fait qu'on retrouve, je sais pas, Lucas, que tu connais depuis longtemps, dans plusieurs de tes films, et encore les plus récents, dans Métamorphose, finalement, pas que, mais c'était beaucoup des gens dont tu étais assez proche, qu'on retrouve d'ailleurs entre les films et clips. Vous avez dû reconnaître, pour ceux qui ont vu les films, on retrouve des actrices qui se baladent. Donc voilà, il y avait aussi un truc très réel de juste, t'as un petit... Voilà, les gens... Je veux dire, par rapport à une réalité immédiate... Bah, c'est aussi, il y a un truc là-dedans très concret, quoi. Oui. Avoir envie de filmer des gens que t'aimes bien et que tu connais, enfin je sais pas comment dire, presque premier degré comme ça. Oui, après c'est aussi parce que quand on commence et qu'on veut faire ça, on va dire, oui, d'une manière presque très personnelle, puisque moi, que j'ai commencé des films pratiquement seule avec une Super 8, et puis les personnes qui avaient autour de moi, quoi. Je suis pas tout de suite allée taper à la porte de producteurs avec un scénario écrit et une connaissance aiguë de tout ce qu'il me fallait en termes de production. Mon premier désir, vraiment, c'était effectivement, c'était peut-être affectif, c'était de filmer des gens et d'avoir le loisir de les regarder. Et en même temps, peut-être que c'était aussi une manière de les aimer mieux. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ce que tu dis, Tom, mais... C'était une remarque. Du coup, de vous écouter, ça me fait penser à un aspect qui, je pense aussi, est à la genèse pour moi. Quand je commence un tournage, on me fournit le scénario, et du coup, ça me fait réaliser de nous écouter. On est tous différents ici, mais que je pense que du coup, quand on lit un scénario, en fonction du travail qu'on a sur le plateau, sur un tournage, moi, en tant que logisticienne, quand je lis le scénar, tout de suite, je pense à décor, qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce que ça implique. Et du coup, derrière, il y a vous qui avez écrit quelque chose, et puis après, en bout de ligne, il y a moi qui dois réfléchir à comment on va traduire ça dans la réalité. Voilà, je sais qu'un assistant réalisateur va lui traduire ça dans du plan de travail, et nous, donc, dans une réalité complètement logistique, donc c'est assez drôle. Et des fois, on se laisse complètement embarquer dans un scénar, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on va galérer en logistique. Ça n'empêche pas que le projet soit fabuleux et qu'on l'aime très fort, mais ça peut être assez compliqué. Tu peux détailler un petit peu, Audrey, justement, sur pratiquement à quoi ressemblent tes fonctions, on va dire, ou ton métier sur un tournage ou avant, en amont? Alors du coup, quand on travaille à base d'un scénario... Donc régisseuse de plateau. Ouais, très vite. Alors en tant que régisseur, on est souvent repéreur aussi. C'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, un scénar, c'est plein de décors. Même si c'est 3 secondes dans un film, 3 secondes dans une rue, ça se prépare. Après, on peut être dans une église, après, on peut être dans des appartements, passer sur une plage, enfin bref. Et du coup, des décors vont être proposés au réalisateur ou à la réalisatrice. La personne va faire son choix. Et dans ces décors, après, une fois que les décors sont choisis, alors évidemment, si c'est nous-mêmes qui avons fait les repérages, on se débrouille pour qu'on passe tirer une balle dans le pied, comme on dit. C'est-à-dire que des décors très, 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 très beaux, mais qui seraient très, 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 très compliqués, on essaye de faire en sorte qu'ils soient vite oubliés, parce qu'il y a des choses qui sont après techniquement pas possibles, malheureusement. Et donc pour un décor choisi, et bien après nous, parce que c'est une équipe, toujours on marche par famille de cinéma, on est une grande famille le cinéma, mais les personnes qui ne connaissent pas du tout et qui voient pour la première fois un tournage sont souvent étonnées de voir que c'est très très organisé, c'est une fourmilière. Alors il y a le réalisateur ou la réalisatrice avec son équipe de mise en scène qui marche de concert avec très très proche un chef opérateur qui va traduire en images avec une couleur d'image, avec des plans. C'est vraiment pour moi la température du film. Et puis après il y a nous vraiment les techniciens et les ouvriers, les machinistes, les électriciens, il y a l'équipe du son, il y a le maquillage, la déco évidemment.
Voilà, on est une grande famille et le but c'est de travailler tous ensemble évidemment, mais nous en tant que régisseurs on arrive vraiment en amont pour préparer tous ces décors un par un, que ce soit possible. On va voir monsieur le maire, on va voir la préfecture, on va voir la police, parce que souvent il faut bloquer des quartiers, enfin il y a plein de petites choses. Le but c'est quand par exemple Chantier arrive sur son décor le matin, qu'elle ait juste à dire action. Voilà. Erwan, Koïk. Alors moi je dirais que c'est pas tout à fait pour nous en tout cas en tant que réalisateur, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, parce que suivant les nécessités et l'argent, quand on parlait de l'argent, on va se retrouver dans on arrivait au départ sur un scénario, on arrivait sur des décors, on arrivait sur des comédiens, et puis arrive le problème de l'argent. Alors le problème de l'argent, il va être multiple, c'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir les décors qu'on veut, mais des fois on les a pas. On n'a pas exactement le décor qu'on veut, on n'a pas toujours l'argent pour avoir l'acteur qu'on veut, ou l'acteur n'est pas libre, celui qu'on voulait n'est pas libre. Donc il va falloir repenser beaucoup de choses à ce niveau-là. Moi, quand j'arrive dans un décor, quand j'ai écrit un scénario, évidemment, on écrit une circulation des... On écrit pour une circulation de personnages, comment les personnages vont se déplacer dans le décor, et puis on arrive dans un décor, et puis c'est pas possible. Ce qu'on avait prévu, on peut pas se déplacer de cette façon-là. Donc il faut réimaginer, rêver comment on va pouvoir remettre la situation dans le décor, comment on va pouvoir la faire avec le chef opérateur, avec les possibilités des lumières qui sont ce qu'on peut faire. Tout dépend où on est, disons comme ça, mais il y a des endroits où il y a des grandes complications. Et là, on va repenser exactement sa mise en scène, sa mise en espace. Et c'est la même chose avec un comédien. On va se retrouver avec des comédiens qui vont être des nouveaux qu'on ne connaît pas. Il va falloir apprendre à se connaître, à trouver qu'est-ce qui est important entre eux et nous, à échanger, trouver une nouvelle manière de fonctionner, puisqu'on avait peut-être on pensait à quelqu'un au départ qu'on connaissait, la personne qu'on va trouver qui va venir, on la connaît peut-être pas, et à ce moment-là, des choses vont se repenser. Donc le rêve est sans arrêt remis en place, remis en question, et se régénère sans arrêt, quoi. Je peux dire comme ça. Erwan, Koïk, peut-être un mot sur... Et le problème des intempéries, on aurait pu en parler aussi, qui est gravissime. Non, pas du tout. Du côté de Montpellier cette année, là, je peux vous dire, j'en connais qui ont souffert. Hein. Donc Erwan, peut-être sur ta façon de travailler. Moi, en tant que compositeur, j'arrive en fin de projet. Donc j'ai une énorme charge de pression sur les épaules, parce qu'on peut saccager tout le film avec une vilaine musique, ou une musique en tout cas qui ne serait pas adaptée, ou alors fonctionner avec le film. Donc j'ai tout le monde sur le dos si je me plante, en clair. Et le producteur en premier, et le réalisateur avec. Donc moi, mon travail, en fait, c'est d'amener ou de compléter le discours qui a été fait par la scénographie, le jeu des acteurs, etc., les lumières, ou alors d'apporter un dialogue supplémentaire, une lecture supplémentaire sur le film qui va épaissir des traits de personnages qu'on n'aurait pas forcément dans les dialogues, c'est-à-dire quelque part désaccorder un peu ce qui est dit avec donc la narration avec le ressenti en fait du spectateur pour donner une épaisseur. Et c'est d'ailleurs un peu l'objet du film de ce soir qui s'appelle Les Mon Cœur Transparent, où on m'a demandé vraiment que la musique soit un troisième personnage qui soit un peu dans la tête des gens en fait, dans la tête des personnages du film. Donc voilà, moi j'arrive en fin de film et puis j'essaie de coller au mieux à tout ça et créer quelque part une peau sur le film qui lie toutes les scènes où des fois elles vont être très dans la réalité, des fois elles vont être très dans l'onirisme, dans le rêve, dans tout. Et l'idée de la musique, c'est d'avoir un liant dans tout ça qui un peu crée un jus dans lequel tout le film en fait va un peu baigner en fait. Voilà. Tu travailles sur clavier au début ? Oui, je travaille sur clavier. Moi, j'essaie de travailler, si possible, mais on me le propose différemment, mais j'essaie de travailler à l'image, en fait, et à l'émotion. Et donc, au dernier moment, c'est là où j'ai le plus de prise de risque. Ça serait plus facile de travailler en amont, de composer en amont, et presque qu'à la manière de Francis Lay et Claude Lelouch, que le film soit monté sur la musique. C'est du clip, mais c'est malheureusement pas forcément comme ça que ça fonctionne. Et donc, dans l'idée, oui, moi, j'essaie de travailler au dernier moment, donc avec la pression, mais au moins, j'ai une musique qui correspond vraiment, qui colle à ce film-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui seront là ce soir à la séance, vous verrez que la musique de ce film de ce soir, ça ne collerait pas du tout sur un autre film, quoi. C'est vraiment fait pour ce film, c'est du sur-mesure, quoi. Ça marcherait certainement très mal sur un film, on dirait, mon Dieu, quelle horrible musique, quoi. Voilà. Ado, vous vouliez... Ado, c'est à toi. Tu voulais dire quelque chose ? Vous voulez intervenir sur la technique, comment vous travaillez ? Vous pouvez nous dire quelques mots sur comment vous travaillez techniquement
Ça dépend. Chaque film le micro. est différent. Il faut monter le micro, s'il vous plaît. Chaque film est différent à l'autre. Et mes premiers films n'avaient pas de scénario du tout. Je commençais à filmer et à partir de ça, je montais, j'ai filmé, j'ai monté, j'ai filmé. Il n'y avait pas un plan de travail du tout, c'était un film complètement personnel. J'ai filmé avec des amis, sans une équipe. Tous mes premiers films sont comme ça. Après, j'ai fait des films avec un scénario, sur un scénario, dans un plan de travail très précis. J'aime les deux façons. J'ai fait des films dans l'ordre et dans le désordre. C'est très ordonné. Flab, tout était écrit. C'est très ordonné. Et du coup, les plans, par exemple, je me demandais les plans qui Oui, sont très oui, précis. c'est Ils très étaient précis. prévus à l'avance. Oui, Oui, tu avais oui. le découpage à l'avance. des Oui, plans. oui. Et pardon, Oui. Et Belle Dormant aussi. D'accord. Belle Dormant aussi. mais quand tu dis Mais par dans- exemple, les Tam Tam et les intrigues de Sylvia Kouski, c'est des films complètement bordéliques. Lesquels, pardon, j'ai pas saisi. Quel film est bordélique? Quel film? Tam Tam Tam, tam. et les intrigues de Sylvia Kouski, les films que j'ai fait avec Marie-France, ils sont complètement désordonnés. Après, ça devient très ordonné, mais d'une autre façon, sans ces scénarios. Alors, les techniques actuelles ont ouvert grand le champ des possibilités. Comment les techniques modernes, notamment numériques par exemple, ont changé vos manières de travailler? Et Tous, ça dépend. c'est-à-dire la place de l'acteur, la place du chef opérateur, la place du réalisateur. Est-ce que la technique, plus le cinéma... Ça dépend, j'ai l'impression qu'un film se fait comme il veut. Que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le film qui s'est fait lui-même. J'étais plus riche et je pouvais financer moi-même le film. Maintenant, il faut que je travaille avec un producteur. Alors, vous êtes des passeurs de rêves. Pensez-vous aux rêves des spectateurs qui sortent de vos films? Et Pensez-vous aux spectateurs qui sortent de vos films une fois qu'ils ont vu vos films? Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit des fois? Comment les spectateurs sortent de vos films? Avec quels rêves, eux, ils sortent de vos films? Est-ce que c'est un objectif ou... Ah, le public. Le public. Oui, votre public, ceux qui vont voir vos films. Je ne sais pas, je pense que le public s'en fout. Mais moi je m'en fous quand je vois un film, ça me plaît, c'est tout. C'est quelque chose qui t'arrive, tu ne penses pas. Tu peux penser à la façon comment c'était fait, etc. Mais ce qui importe, c'est de montrer la chose. Moi, je Que la chose soit visible, compréhensible. Ado, je voudrais te poser une question piège. Ah bon. On parlait de ce que pense le spectateur après un film, mais c'est vrai que moi je me pose pas souvent la question en fait de savoir ce que j'ai transmis, ce que mes films ont transmis aux spectateurs. Et tout à l'heure, il y a des personnes qui ont vu un de mes films et qui m'en ont parlé longtemps. Je suis toujours très surprise de voir tout ce qu'on peut dire à propos de mes films. Je parle pour moi parce que peut-être que j'ai une forme de, je sais pas, de timidité encore par rapport à ce que je fais, et je suis toujours étonnée de voir que des gens qui aiment peuvent en parler longtemps et ça peut même modifier plein de choses chez eux, une perception, et ça peut les atteindre très profondément et des fois d'une manière assez bouleversante en fait. Donc c'est toujours très très gratifiant et voilà, si on peut participer au rêve du spectateur, effectivement moi c'est pas quelque chose auquel je pense d'abord à mon regard, à comment j'ai envie de... Je peux terminer ma phrase alors.
Et comment aller au bout de mes films déjà, mais c'est vrai que quand on réalise en fait ce que ça peut produire sur des gens, même sur soi-même après coup, c'est toujours étonnant. En tout cas, je trouve assez inattendu. Oui, Moi, je voulais prolonger. Poser une question à Ado. Ah bah non. Vas-y, excuse-moi, je réponds pas. Mais je crois pas surtout que Erwan voulait intervenir. Excusez-moi, vas-y. Erwan. Ouais, non, mais ça, c'est un sujet qui est particulier, qui touche en fait le compositeur. Hein, parce que moi, en tant que musicien, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est que les gens, quand ils sont dans la salle, ils s'identifient vraiment avec la musique au film, et surtout qu'ils partent avec dans la tête. Donc, je veux vraiment leur laisser. Je veux vraiment qu'ils, quand ils partent ou quand ils sont chez eux, ou le lendemain, ou 2-3 semaines plus tard, et ça m'est arrivé parce que les gens en plus m'ont contacté via le site internet après. Ils me disent mais j'ai toujours votre musique dans la tête. J'ai besoin en fait j'étais un peu trépané, je suis rentré dans leur cerveau et j'ai essayé de leur laisser la musique. Je veux que ça s'accroche, donc j'ai essayé de trouver, des fois c'est 3 notes de guitare, mais il faut que ça accroche, quoi. Faut que ça reste dans la tête, faut qu'il reste dans l'ambiance. Et le film de ce soir est vraiment complètement dans cette idée-là. C'est faut que ça soit. On cherche pas à faire la plus belle musique de film, c'est pas ça le but. Des belles musiques, plein de gens sont capables d'en faire. Ce qu'il faut, c'est faire la musique adaptée au film et qui porte le message du film et qui reste dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'en fait, où on parle du rêve à la réalité, c'est une extension. C'est-à-dire que quand le film est fini, moi j'ai besoin qu'avec la musique, ils soient encore dedans. Et la musique, il y a toute la narration du film, c'est-à-dire que dès qu'ils ont la musique en tête, ils repensent aux scènes. Tiens, le personnage il fait ça à ce moment-là, et j'ai besoin qu'ils planent encore les gens en fait derrière. Et c'est pour ça que pour moi la musique est hyper importante sur le film. C'est une extension, c'est-à-dire en dehors de 1h30 ou 2 heures du film, qu'une demi-heure encore après, ils flottent dedans quoi, les gens. Quoi. Ok. Ado, alors c'est une chose qui m'épate depuis pas mal d'années, ça s'est toujours fait, ça se fera toujours. Le réalisateur qui est derrière sa caméra, hein, et il est en même temps devant. Ado, Grenouille, film qui n'est pas au festival. Dans Grenouille, Anne Wiemzelski, la l'égérie de Godard. Et en numéro 2, au générique, on trouve Ado Arrieta, qui joue le baron Kempf. Comment peux-tu expliquer techniquement parlant, moi je voudrais comprendre un jour, comment on peut être devant et derrière au niveau de la technique, au niveau de la vision de l'image, avant d'aller voir au combo comment ça s'est passé, quoi. Dans Grenouille. Oui, Grenouille, tu es acteur, tu as Alors un rôle le important. combo, excusez-moi. Le combo, c'est... Le combo, j'explique, c'est un écran de... 2 écrans, pardon, qui sont grands comme ça, comme une petite télé, où le réal, il est sous un truc, il y a du soleil, il est protégé, et il voit exactement toute la scène il n'est pas à côté des comédiens. Il voit exactement ce qu'il y aura à l'image. C'est pratique pour eux, maintenant. J'ai coupé les scènes. Tu as coupé quoi? Les scènes. J'ai coupé. Non, mais techniquement, comment tu fais? Grenouille, c'est le film. C'est un film incroyable parce qu'il a mis 30 ans à les monter. Et finalement, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît et qui dure une demi-heure. La version que tu avais vue durait 1 heure. C'était là où j'ai joué le rôle de la baronne Kempf. Maintenant, on ne me voit plus. Alors, oublions. Si vous voulez, maintenant, on va passer aux questions du public. Comme ça, vous avez un peu de temps. J'avais prévu le timing exprès, comme ça. N'hésitez pas, vous pouvez vous lancer. On va vous prêter des micros. Je crois qu'il y en a 2 dans la salle possible. On va vous les passer. N'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment. Merci, Ado. Je vais commencer comme d'habitude. Que pensez-vous, quel niveau d'imprégnation vous pensez des personnes qui vont regarder vos films ou regarder ce que vous avez fait, qui rebondit sur une partie des questions qu'on a eues tout à l'heure? C'est quoi la question? Le degré d'imprégnation qu'on peut peut-être avoir sur le spectateur. Ce degré-là, en fait, il dépend aussi du travail qu'on aura fait pour la personne, de l'immersion qu'on aura eue, je pense, en termes de jeu des acteurs, réalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous vu un film un jour où nous-mêmes, en tant que spectateurs, on sort du film parce qu'à un moment donné, on dit « Ah bah non, ça marche pas, c'est pas réaliste » ou
Donc les gens sont imprégnés et complètement pris dans le film si c'est une unité, c'est un tout, je pense, c'est bien sûr la musique, mais c'est aussi le jeu des acteurs, c'est le réalisme des scènes, c'est la lumière, c'est le rythme. À un moment, il faut que la personne en fait s'oublie, elle est plus dans son fauteuil et voilà, elle oublie, elle fait partie du film en fait. Et quand je pense qu'un cinéaste a réussi ce pari-là de se dire les gens ils s'oublient eux-mêmes pour être le film en soi, pour s'identifier quelque part à une facette ou une autre du film, je pense que c'est là où il y a vraiment une imprégnation des gens, quoi. Ils sont vraiment pris dedans. Moi, je ne sais pas très bien, mais ce que je pourrais dire, alors, je ne suis pas aussi précis que toi, je dirais que c'est qu'on doit éclaircir notre propre rêve quand on fait un film, notre propre histoire, ce qu'on veut faire passer. Il faut qu'on aille au bout de tout ce qu'on a à faire. Moi, je ne pense jamais au public à ce moment-là. Je pense aux acteurs, je pense à mon caméraman, je pense à toute l'équipe et en même temps à moi, ce que je veux faire passer, quoi. Donc, on essaye au maximum, chacun, de faire le meilleur travail possible par rapport au rêve qui est de départ. Et puis après, évidemment, il y a la phase de montage. Ça, je parle de la phase de tournage. Après, il y a la phase de montage. La phase de montage est une deuxième phase où là, il va y avoir un recul, en fait, un petit peu par rapport au spectateur. C'est-à-dire qu'on a moi, je travaille toujours avec un monteur ou une monteuse qui a un autre regard sur le film et qui va pouvoir me renvoyer des choses que moi, je n'ai pas perçues ou me montrer des faiblesses, ou me montrer n'importe des choses que je croyais faire passer qui ne sont pas passées, qui vont me permettre effectivement d'atteindre le public. Mais au départ, évidemment, c'est d'abord notre travail à fond pour pouvoir donner ce qu'on a voulu, ce dont on a rêvé, quoi. Après, le public, il va réagir ou pas. Et on sait très bien que les bons films divisent, c'est-à-dire qu'ils ne réunissent pas le public. Pour moi, ils ne réunissent pas. Et ça fait des bagarres. Les meilleurs films ont fait des grosses bagarres. Il y a eu des batailles de revues entre positifs, les cahiers du cinéma. Chaque bon film fait ça. Puis même, il y a des bons films qui sont même rejetés par le public. Et puis, où quelqu'un a donné le maximum, a donné ce qu'il avait à faire. Je pense à La Nuit du Chasseur, par exemple, un film que moi j'aime beaucoup, qui a mis beaucoup de temps avant de se retrouver, être un classique, que tout le monde l'adore. Il était en avance sur son temps, il n'était pas compréhensible à un moment donné. Donc c'est très difficile, parce que les gens qui veulent absolument être en phase avec le public, c'est des fabricants. Ils fabriquent. Ils décident à telle minute il faut tel truc, à telle minute il faut de l'émotion, à telle minute il faut ceci, à telle minute il faut de la musique. Moi je ne pense pas comme ça. Je pense que chaque film doit avoir une singularité, et que cette singularité doit toucher la singularité de chacun de nous. Je compléterai ce que vient de dire Alain dans le même sens que lui, en disant qu'il y a deux choses. Moi qui suis à la fois public et parasite, critique, hein, c'est le métier. Il y a des parasites dans le cinéma. Critique du cinéma est un métier parasite. Et enfin maintenant, il n'y a plus le droit aux pesticides, donc on est assez tranquille dans la profession. Je pense qu'il y a la création et la fabrique. Je veux dire, le cinéaste, le réalisateur, celui qui nous émerveille depuis qu'on va chercher au fin fond des festivals les plus reculés, c'est celui qui est poète. C'est le Juliette qui s'adresse à Roméo et à lui seul, ou Roméo qui s'adresse à Juliette et à elle seule. Et puis, donc c'est le poète, le créateur, la création. Et puis, il y a la grande fabrique, l'industrie, comme disait Malraux. Il y a l'épicier, celui qui est l'ordinateur de Romy Schneider dans La mort en direct, l'ordinateur qui conçoit tout pour que ça fasse un maximum d'entrées. Alors là, on ne se soucie que du spectateur, ou plutôt du tiroir-caisse. Bien sûr, il y a plein de choses entre les deux, et il y a aussi un cinéma militant qui, par définition même ou par principe, s'occupe de transmettre, de convoquer les foules et de leur transmettre des messages. Et j'en profite pour m'adresser à Erwan, parce que ma première vocation est musicien, donc je suis très attaché à musique et cinéma depuis longtemps, avec toute une série que j'ai fait pour des radios d'interviews parallèles sans qu'ils soient au courant entre le metteur en scène et le compositeur de la musique. À ceux qui ne sont pas dans la profession, et même peut-être à ceux de la profession, vous seriez étonnés par le nombre de films, je dirais presque 80% des longs métrages du circuit commercial, j'entends, pratiquement 80% de ces films, c'est le producteur qui impose le compositeur. Ce qui est très étonnant quand on sait... et même français ou général? Non, en général. Hein, alors, surtout, à Hollywood, n'en parlons pas. Mais donc ça, c'est le premier point. Et alors, Erwan alors presque, je pense à une controverse, appel à Dolly, presque dressé un auto-da-fé lorsqu'il a parlé que la musique était une extension d'un film.
Nous, on a en Finistère, on a plein de calvaires buboniques. Et je dis que quand la musique devient la peste, d'accord, devient une extension d'un film, ça reste extrêmement dangereux. Et il y a un paquet de films où la musique est n'importe quoi, où le metteur en scène, où l'équipe créatrice ne s'attache pas assez à la musique. C'est épouvantable. Et je finirai par un contre-exemple lumineux en hommage aux Madrilènes et à tous les Espagnols. Lumineux, d'accord, et on parlait tout à l'heure du rêve, du rêve du réalisateur face à la dure réalité de la production et des intempéries. Je viens à l'actualité, c'est le dernier, j'espère, enfin probable, le film Testament de Terry Gilliam et la galère de Don Quixote. Et l'extraordinaire, mais extraordinaire, c'est une des plus belles, c'est parce que c'est sur les écrans encore, une des plus belles compositions musicales que j'ai pas vues depuis longtemps. Et elle est d'un compositeur peu connu en France, pourtant il y a beaucoup de films espagnols, qui s'appelle Baños, et qui est de Murcia, donc ça dit ça pour Adolfo, et qui, quand la musique accompagne, fait partie intégrante, et dès le départ de la conception, quoi. C'est la création pure, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Juste de la controverse, comme on dit à Valladolid. Juste pour alimenter la controverse, moi je suis d'accord sur le principe qu'il faut que la musique soit là au départ, bien évidemment, et que ce soit un projet artistique global. La problématique aujourd'hui, c'est que culturellement, aujourd'hui, à part des compositeurs comme Francis Lay, qui sont déjà implantés depuis très longtemps et autres, on est le parent pauvre de la musique du cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive en toute fin, il n'y a plus de budget, ou alors ils ont tout bouffé ce qu'ils devaient nous donner, parce qu'ils ont fait des dépassements ailleurs. Et donc, on ne prépare pas forcément la musique, on s'y prend au dernier moment. Et on va souvent, malheureusement, les producteurs et avec ça derrière les distributeurs vont vers la facilité. Ils ne vont pas prendre de risques. Ou alors, on va faire une musique qui se colle sur tous les films. C'est-à-dire qu'elle peut se coller sur un ou sur l'autre. C'est plus ou moins le même style. Il y a juste un petit réarrangement à faire. Moi, c'est ce contre quoi je milite, justement. Moi, j'essaie de faire en sorte que pour moi, un film, déjà, en tant qu'intervenant sur le film auprès d'un réalisateur, parce que moi, je travaille pour un réalisateur, c'est une œuvre en soi. Et je ne veux pas que ce film-là ressemble à un autre, parce que sinon, quelque part, ma musique aussi va ressembler à celle d'un autre. Donc moi, déjà, personnellement, j'essaie de choisir des projets de musique complètement différents. C'est-à-dire, si j'ai fait de la polka sur un film, je vais faire du rock'n'roll sur un autre. Vous voyez, j'ai pas envie de m'enfermer dans un carcan. Et surtout, moi, je veux me mettre en risque à chaque fois que je fais un film. C'est-à-dire que si c'est du tout cuit, c'est sympa, ça va m'amuser pour 2-3 films, je vais être content de prendre un chèque, mais à un moment donné, ça va plus m'amuser, parce que je vais quelque part m'éteindre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le métier a tendance à se standardiser sur la musique, à ne pas prendre de risques et à ne pas quelque part suivant marquer le travail du réalisateur en faisant quelque chose d'assez moyen, on va dire, c'est-à-dire qui correspond aussi au marché télé qu'il y a derrière. Mais effectivement, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, il faut à un moment donné faire un travail dès le départ, un travail artistique, pousser, chercher des textures, des sonorités, et avoir un vrai parti pris en fait pour la musique. Mais ça se fait malheureusement pas tout le temps, on n'a pas tout le temps le choix, et c'est plus facile dans les petites productions que dans les grosses. Voilà. Autre question ? Oui, vous m'entendez ? Attendez, excusez-moi, vous voulez réagir, Jean-Paul ? Jean-François n'est pas là, mais il sera là tout à l'heure, j'espère. Dans le film qu'on va passer tout à l'heure, Le rêve réveillé, il y a une part importante de la relation de Jean-François avec la musique. Et il vous racontera comment, pour le film actuel, il arrive, après 50 ans de carrière, à son rêve. Bon, il a trouvé un producteur qui joue le jeu, de demander au compositeur qu'il a choisi de commencer à lui composer de la musique simplement sur la lecture du synopsis et de l'histoire. Et lui, il commence à travailler ses dessins, son storyboard, dans l'écoute de cette musique. C'est le luxe, c'est idéal, évidemment. Mais 50 ans, au bout de 50 ans, il arrive. Oui, je ne sais pas, on entend ? Oui. Moi, en fait, c'est pas une question que j'ai à poser, mais après avoir vu quelques films depuis 2 jours, je me dis qu'en fait, vous êtes en train de dire la vie, tout simplement, avec des voyages dans le rêve, les voyages dans le fantasme, le voyage dans l'utopie sociale et politique, le voyage dans l'illusion, c'est-à-dire ce qu'on est nous. Et en fait, oui, on est dans la réalité, mais on est fait de tout ça. Et je dirais même que parfois la réalité dépasse parfois le rêve, et qu'on vit des réalités qui sont très belles.
Et je trouve que vous nous apportez tout ça, c'est que vous dites ce que nous sommes. Enfin, à mon avis, c'est pas une question en fait. Voilà. Quelqu'un d'autre? C'est magnifique, c'est tout. Rien à dire d'autre. En fait, on est dans l'imaginaire qui comprend tout ça. Voilà, je voulais terminer par ça. D'autres questions ou non? S'ils veulent bien parler, oui, on est d'accord. Il a même un micro à côté. C'est une assistante, Bonjour. c'est l'assistante d'Erwan Walik, Véronique Navette, qui intervient dans la salle. Oui, parce qu'on vous entend pas beaucoup sur votre métier de manière intrinsèque dans cette thématique rêve-réalité. Moi, je ne suis pas vraiment comédien. C'est vrai que je l'ai fait un peu par accident à des moments où on me l'a proposé, etc. Donc, je n'ai pas une vision de ce métier-là vraiment très complète. Mais vis-à-vis de tout ce qui s'est dit sur le rêve, etc., c'est vrai que le moment où on arrive en tant que comédien sur un plateau, après avoir soit appris un texte, soit passé un costume, soit en tout cas discuté du rôle, fait des répétitions, etc., à ce moment-là, nous, on est effectivement le corps qui va donner un peu, qui va faire vivre ce rêve, ou en tout cas un rêve ou pas d'ailleurs, mais c'est plus, je vois plus ça comme un jeu. D'ailleurs, on parle de jeu d'acteur, et je pense qu'en fait même la fabrication d'un film est plus proche de ça, parce que le rêve, c'est quelque chose d'incontrôlable presque. Quand on s'endort, voilà, il y a quelque chose qui se joue, donc c'est peut-être plus le point de vue du spectateur. Alors que quand on est en train de fabriquer un film à n'importe quelle place d'ailleurs, je pense que c'est plus, il y a plus un rapport avec le jeu, c'est-à-dire de prendre un morceau, de le mettre à un endroit, de s'amuser à contourner un problème ou à aller plus dans un sens que dans un autre. Donc il y a une sorte de façonnage de contrôle. Et c'est vrai que le jeu, c'est le jeu d'acteur. J'ai l'impression que c'est plus une tentative de contrôler tout le temps, même si on n'y arrive pas parce qu'il y a des accidents, etc., de contrôler ce jeu-là, mais en allant dans le sens d'un désir qui est celui effectivement du réalisateur, quoi. Ça a du sens ce que j'ai dit, je sais pas. J'en parle un peu ou pas? Oula. Alors moi, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai, haut comme ça, j'avais, je crois, 6 ans, je récitais sur les tables de l'école des Fables de La Fontaine, parce que j'avais une mémoire de mammouth. Et un jour, les Goubert et Parigot, qui étaient les directeurs de la CDO, Centre Dramatique de l'Ouest, sont venus voir à l'école, voir ma mère, et ils m'ont embarqué pour faire une tournée de l'auberge du Cheval Blanc. Je faisais Piccolo, le petit garçon, j'avais un coach marseillais, c'était à l'auberge du Cheval Blanc. Enfin bref, on passe très vite. Donc j'ai toujours eu ça en moi, toujours. Bon, hélas, mon parcours est École des Mousses à 16 ans, Algérie à 17 ans et demi, à la DBFM de mes brigades de fusiliers marins. C'est pas le même théâtre, c'est un théâtre d'opération. Et quand je reviens, je rencontre quelqu'un que j'aurais pas dû rencontrer. Et qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es beau comme un dieu. À l'époque, j'avais 50 kilos de moi et des cheveux. Moi, je dis, moi, je reviens, je suis bronzé. Ouais, mais je reviens de là-bas. Ah bon, ben, moi, je vais au cours Simon. Cours Simon, c'était le cours à Paris. Le maître Simon, on l'appelait maître. C'était vraiment le top niveau. Toutes les vedettes étaient chez Simon. Tous. Mais alors tous. Il n'y en a pas un qui a échappé. 2 ans chez Simon. Après ça, conservatoire, mais viré très vite pour des raisons que je ne vous expliquerai pas. Comédie Française, la même chose. J'ai levé le pouce et je suis parti 9 ans. J'ai fait 47 métiers, les 5 continents. Je suis revenu, suite à un hasard quelque chose, j'ai percuté quelqu'un que j'aurais pas dû percuter dans la rue. Il était en sang, on l'a mis dans un troquet, et le mec me fait « Ah, c'est dommage que tu ne sois pas acteur. » Je dis au Coco, cours Simon, conservatoire, et Comédie Française, il me dit « Téléphone-moi demain !» C'était Louis Rego qui montait, viens chez moi, j'habite chez une copine. On a joué la pièce 4 ans et demi. Pour vous expliquer dans quel pays on vit, c'est pas l'Amérique, hélas. Personne de l'équipe, des 4 équipes qu'il y a eu, moi j'ai joué tout le temps, personne n'a été dans le film. Et le film n'a rien à voir avec la pièce. La pièce, c'est 3 déménageurs, un photographe en couple, Louis Rego, Claire Nadeau, Carole Jacquinot, il y avait Bouboule, le copain de Coluche, et puis, qui c'était l'autre? Je ne sais plus, Georges Belair. Et ils veulent
partousés, pardon pour le mot, et ils veulent fumer du hashish. C'est ça, viens chez moi, j'habite chez une copine. Ça volait là. Mais c'était à hurler de rire. On chantait, c'était comédie musicale, et suite à quoi, bon, bah, j'ai eu le... Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Et puis j'ai eu la chance un jour de faire le Frantic, le film de Polanski, et avec Harrison Ford, et toutes mes scènes étaient avec Harrison Ford en anglais, donc je manie bien la langue de Shakespeare. Donc voilà, et ça m'a encore apporté beaucoup de choses. Et puis jusqu'en 2000, ça a bien roulé. Et puis en 2000, j'ai perdu mon meilleur ami qui était Xavier Gélin, le fils de Daniel Delorme et de Daniel Gélin. Xavier était producteur, réalisateur, musée, tout. Et Xavier m'avait mis, Daniel Auteuil m'a expliqué un jour, le métier de comédien, c'est 50 stars qui se partagent le fromage. 35 mecs, 15 nanas. Ensuite, il y a les 500. Non, sérieux. J'ai fait partie, c'est Daniel Auteuil, hein, je cite. Il y a le groupe des 500. J'en ai fait partie jusqu'en 2000. Et puis après, quand vous n'avez plus les contacts, je ne peux plus aller tout seul où on allait tous les deux. Et bien, vous passez dans le groupe des 5000, où je suis maintenant. Alors, bon an, mal an, j'ai tourné encore le 4e film de son fils, à Hugo, il y a 2 mois. Mon Inconnu, je vous le recommande, en décembre. Magnifique. Voilà, en gros, le parcours de... Vous voyez, moi, ça a été assez chaotique quand même. Hein. Mais j'ai toujours fait ça, j'ai 76 ans, et je mourrai certainement en faisant ce métier, parce qu'il est hors de question que je décroche, tant que j'aurai ma tête, ma mémoire, et puis tant qu'on m'appellera. Voilà. Merci à tous. Merci. On va se laisser sur ces quelques mots, parce que le temps file, et puis je ne voudrais pas que vous soyez tous trop encore pressés pour la prochaine séance. Voilà, donc il y a des films à voir, ceux de Jean-Paul Matelier, ceux de Hadot, Arrieta. Il y a plein de films à voir, ceux de Jean-François Laguioni, qui a dû avoir un empêchement, mais qu'on va retrouver tout à l'heure avec grand plaisir. À tout à l'heure, merci beaucoup, merci de votre écoute.